Avant d'être une légende, avant de forger des soldats qui accueillaient la mort avec respect, Krieg était simplement un monde, un rouage prospère et fonctionnel de la grande machine de l'Imperium. Il y avait des ruches, des industries, des richesses, et elle était loyale, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Située dans le Segmentum Tempestus, Krieg était une planète stable selon les normes impériales. Ses manufactures étaient productives, ses dîmes étaient régulières, ses gouverneurs étaient prévisibles. Il n'y avait aucune raison de soupçonner la pourriture silencieuse qui régnait sous sa surface. Puis vint le 41e jour de la 34e année de M40. Le gouverneur Draykavich a tout changé. Vétéran des campagnes impériales et homme aigri par des décennies de navigation dans le labyrinthe de la bureaucratie de l'Adeptus, Draykavich a craqué. D'une voix qui a résonné sur tous les canaux Vox de la planète, il a déclaré l'indépendance de Krieg. Il ne s'agissait pas d'une déclaration de rébellion, mais d'une dénonciation de l'Imperium lui-même. Il a qualifié Terra de corrompu. Il a qualifié l'ecclésiarchie de parasite. Il a déclaré l'Imperium obsolète. Pour les grands seigneurs, il s'agissait d'une anomalie, un effondrement localisé. Mais pour Draykavich, c'était le destin. Il croyait qu'il libérait son peuple d'un empire moribond. Et ils ont écouté. Des régiments entiers de la force de défense planétaire se sont engagés à ses côtés. Les enceintes de l'administratum ont été purgées. Les icônes ecclésiales ont été démolies. Les fonctionnaires loyalistes disparaissent du jour au lendemain. Les statues de l'empereur sont remplacées par l'image de Draykavich. L'Aquila est interdit. Ce qui a commencé comme une rébellion est devenu une réforme. L'identité de Krieg a été réécrite. Et l'Imperium regardait. Car Draykavich n'était pas seul. À travers la galaxie, d'autres mondes grommelaient sous le poids des attentes. Des murmures de désobéissance s'élevaient dans les couloirs d'autres capitales planétaires. Mais Krieg ne chuchotait pas. Il a hurlé. Draykavich s'est autoproclamé autarque. Il a déclaré que l'Imperium était un empire de sensueux et d'imbéciles. Les sceaux de pureté sont interdits. Les serviteurs du Mechanicus qui refusaient de prêter allégeance étaient exécutés. L'ecclésiarchie fut dénoncée comme une superstition. En quelques mois, Krieg est passé d'un monde loyal à un état apostat. Ce n'était pas une hérésie née des démons ou des Xénos. C'est une hérésie née de l'orgueil. Draykavich pensait que l'Imperium avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin d'elle. Il ne s'attendait pas à Jurten. Le colonel Jurten du 83e d'infanterie de Krieg n'est pas un révolutionnaire. Ce n'était pas un démagogue ou un idéologue. C'était un soldat discret. Un soldat qui a disparu lors des premières purges avec le peu qui restait de son régiment. Il a disparu dans les friches irradiées de l'hémisphère sud inhabité de Krieg. C'est là qu'il a commencé à planifier. Jurten comprenait la nature de l'Imperium d'une manière que Draykavich n'aurait jamais pu comprendre. La loyauté n'est pas facultative. Les serments ne sont pas des directives. Et la trahison n'est jamais pardonnée. Jurten n'a pas demandé d'aide. Il a activé le protocole Contagion, Nightfall, une classification interdite de dernier recours, une ombre d'exterminatus, sanctionnée non pas contre les Xénos, mais contre les hommes qui ont abandonné l'empereur. Jurten a tourné l'arsenal de Krieg vers l'intérieur. Il a brisé les scellés des stocks nucléaires de la planète. Puis il a brûlé son propre monde. Il ne s'agissait pas d'une opération chirurgicale. Il n'y a pas eu de frappe ciblée ou d'élimination stratégique. Jurten a bombardé sans discrimination. Des villes ruches entières ont été vaporisées. Des secteurs agricoles ont été incinérés.
Les processeurs atmosphériques ont été détruits. Il n'a pas essayé de gagner. Il a essayé d'effacer. Car dans l'esprit de Jurten, une Krieg déloyale n'avait pas le droit d'exister. Mieux vaut, selon lui, un monde mort qu'une rébellion vivante. On dit qu'il a prié avant le premier lancement. Mieux vaut le cadavre de la loyauté que le souffle de la trahison. Puis il a donné l'ordre. La première détonation illumina le ciel au-dessus de la ruche Cerberax. Un lever de soleil né non pas de la lumière, mais du jugement. C'était la dernière aube que le monde connaîtrait jamais. Le feu ne s'est pas arrêté. Les radiations saturent l'atmosphère. Les tempêtes étouffent l'air. La vie, telle qu'on l'avait connue sur Krieg, prend fin en quelques semaines. Mais la guerre ne l'a pas fait. Jurten n'avait pas détruit Krieg pour gagner le combat. Il l'avait détruite pour purifier la mémoire. Et dans ce silence de cendres, quelque chose d'autre a commencé. Pas la paix. Pas de reconstruction. Mais la renaissance, née de la ruine, de la culpabilité et de la dévotion d'un fanatique. La galaxie n'oubliera pas ce que Krieg est devenu. Mais d'abord, il doit oublier ce qu'il est. Il ne s'est pas caché sous la surface de Krieg. Il s'y installe. Le colonel Jurten, le loyaliste qui a condamné son propre monde, ne s'est pas retiré dans le bunker par peur. Il est descendu avec l'intention de le faire. Au-dessus de lui, une civilisation s'effilochait sous le feu nucléaire. En bas, il attendait non pas un sauvetage, non pas une rédemption, mais les conséquences. Lorsque les premières frappes sont tombées, elles ne se sont pas contentées de détruire des cibles. Elles ont démantelé des infrastructures. Les centres de transit sont devenus des cratères. Les flèches des ruches se sont effondrées dans des cascades de verre et de barres d'armature. Des aquifères vitaux sont entrés en ébullition. Même les réseaux énergétiques enfouis de la planète ont été paralysés par des détonations en chaîne calculée. Il ne s'agissait pas d'un bombardement tactique. Il s'agissait d'une punition doctrinale. Jurten n'a pas fait la guerre pour un territoire. Il l'a faite pour obtenir l'obéissance. Et quand cela a échoué, il a enterré Krieg sous le coup de son défi. Il n'avait pas l'intention de tuer Draykavich seul. Il voulait anéantir ce qui rendait la trahison possible. Depuis une chambre forte enfoncée dans la roche, Jurten observe l'effondrement. Son ordre n'a pas été donné en fanfare. Il n'y eut ni déclaration, ni cri de guerre. Juste un silence suivi de colonnes de chaleur et de fureur, balayant les continents dans une séquence synchronisée. En haut, les villes sont mortes. En bas, la discipline s'est durcie. Dans les complexes souterrains de la 83e infanterie, il n'y a pas de célébration. Aucune victoire n'est diffusée. Jurten ne considère pas chaque frappe comme un succès. Il les marquait comme des étapes. Chaque heure qui s'écoulait en haut était un test en bas. Il réorganise les éléments survivants de son régiment. Chaque escouade s'est restructurée non pas autour de la tactique, mais de l'endurance. Les soldats sont conditionnés pour combattre à l'aveugle, suffoqués dans des combinaisons qui recyclent l'air à travers des tissus irradiés et tenir des lignes qui n'ont plus de sens. Il ne s'agissait pas de troupes attendant d'être sauvées. Ils ont été reforgés en instruments. La philosophie de Jurten se répand rapidement parmi ses hommes, non pas par des slogans, mais par la nécessité. L'espoir, a-t-il dit, est un handicap. Il leur a donné quelque chose de plus durable. Vous êtes déjà mort. Mérite maintenant la mort qui t'a été donnée. La devise est devenue méthode. Ce qui n'était au départ qu'une question de survie s'est transformé en rituel.
Ils s'entraînent à la guerre des tranchées sur un sol empoisonné par les retombées radioactives. Ils se sont entraînés dans des sous-casemates effondrés, rampant dans les débris sous des bombardements simulés. Ils ont appris à manger la douleur, à métaboliser la souffrance et à utiliser l'immobilité comme une arme. Il n'y avait pas de médecins, seulement des bouchers de campagne qui éliminaient la pourriture avant qu'elle ne se propage. Il n'y a pas de prêtre, seulement le silence, interrompu de temps en temps par des récitations à l'empereur qui ne demandent plus le salut, mais seulement la reconnaissance. En haut, la rébellion de Draïkavitch couve. Ses forces dispersées, brûlées et fragmentées, tentèrent de riposter. Elles lancèrent des attaques avec des armures récupérées, envoyèrent des vagues de conscrits sur des terrains irradiés et tentèrent, désespérément, de reconquérir un monde qui ne se souvenait plus de ce qu'était la paix. Mais Jurten n'a pas répondu par l'affirmative. Il a attendu. Il a laissé la planète parler pour lui. L'atmosphère est son allié. Elle étouffait les ennemis aussi sûrement que n'importe quelle arme. Les radiations ne prennent pas parti. Elles s'installent dans les poumons et les foies, taillent les os des déloyaux aussi facilement qu'elles éclaircissent ses propres hommes. Mais ces hommes se sont adaptés. Ils ont appris à se battre sans convoi de nourriture, à respirer des doses qui liquéfiaient les autres. Ils ont consommé des bouillies nutritives contaminées par des stabilisateurs qui ont rendu leur sang acide. Chaque lever de soleil était accompagné de vomissements. Chaque pas en avant s'accompagnait d'une hémorragie interne. Pourtant, ils ont progressé. Parce que la souffrance était la monnaie de leur nouvelle foi, Jurten n'est jamais remonté à la surface. On ne l'a pas vu dans les tranchées. Son leadership n'était pas physique, il était métaphysique. En son absence, il est devenu une doctrine. Un fantôme qui donnait des ordres en silence. Une présence qui a façonné des générations de soldats sans jamais élever la voix. Et il le suivait parce qu'il ne demandait pas à être suivi. Il s'y attendait. Il a exigé la loyauté non pas par le commandement, mais en devenant son incarnation. Lorsqu'il est finalement mort, des décennies plus tard, aucune annonce n'a été faite. Son décès n'a pas été rapporté. Aucune cérémonie n'a été organisée. Aucun corps n'a été récupéré. Seulement une porte scellée, au fond d'un couloir oublié des voûtes enterrées de Krieg. Une phrase est gravée dans la cloison. La loyauté est sa propre récompense. C'est tout, mais c'était suffisant. Car l'homme du bunker n'a pas seulement détruit une rébellion, il est l'auteur d'une nouvelle réalité. Un pays où la vie n'a pas de sens, mais où la loyauté est sacrée. Là où la chair était jetable, l'obéissance, elle, était éternelle. Là où la seule valeur d'un homme est sa capacité à endurer en silence. C'est ce silence qui a donné à Krieg son nouveau nom. Il existe une forme de guerre qui n'éclate pas. Elle ne s'annonce pas par des bannières ou de grandes offensives. Elle ne se répercute pas dans l'orbite ou n'embrase pas le vide. Elle s'infiltre, s'installe, elle survit. C'est la guerre que Krieg est devenu, pas la rébellion. Pas une conquête, un conflit trop lent pour que l'histoire s'en aperçoive, trop creusé pour inspirer des chansons. Ce n'était plus une guerre civile, c'est l'attrition à l'état pur. Elle a commencé à la suite de l'incendie de purge du colonel Jurten, après que la surface soit devenue un désert de radiation et de cendres cratérisées. Le ciel était scellé derrière un plafond de retombées si épais qu'il bloquait toute lumière. Pendant les 5 siècles qui suivirent, rien de ce qui se trouvait au-dessus n'avait d'importance. On l'appelait la guerre sans ciel. Parce que rien de ce qui vaut la peine d'être vécu n'est resté aérien.
La surface était morte avec les villes. La population qui n'avait pas été atomisée ou brûlée lors des premières frappes s'était enfuie vers le bas, dans les voûtes scellées des ruches, les conduits de maintenance, les stabilisateurs géologiques et les systèmes de transport oubliés. Là, les survivants de Krieg se sont fragmentés. Deux idéologies sont entrées dans le feu: le loyalisme sinistre de Jurten et la rébellion brisée de Draïkavitch. Ce qui a émergé n'était pas une idéologie, c'est l'inertie. Les loyalistes, élevés dans des bunkers façonnés par la doctrine et la poussière, se sont battus non pas pour la conquête, mais pour la continuité. Les traîtres, ceux qui restaient du régime brisé de Draïkavitch, s'accrochaient à la survie, bien que celle-ci se soit dégradée en agression aveugle au fil des générations. L'identité s'estompa. La parole a cédé la place au silence. Les objectifs se sont dissous. C'est devenu une guerre de masques respiratoires, d'armes rouillées et de couloirs humides inondés de pourriture chimique. Il n'y avait pas de front propre, juste des gouffres remplis de cadavres. Les tunnels eux-mêmes sont devenus le champ de bataille. Brisés et reconstruits, effondrés et creusés à nouveau. Des mines posées il y a des décennies ont explosé dans des mains qui n'avaient jamais su qui les avait placées. Des embuscades ont été déclenchées par les fils des hommes qu'elles étaient censées tuer. En surface, la vie n'existe plus. Le sol ne nourrissait rien. Le vent était un poison. Les scanners augures en orbite ont enregistré Krieg comme étant stérile, sans vie, sans intérêt. Mais en dessous, la guerre s'est déroulée en plusieurs étapes. Les loyalistes sont inébranlables. L'héritage de Jurten les avait débarrassés de toute illusion. Ils n'avaient plus besoin de justification ou d'espoir. Ils se battaient non pas pour qu'on se souvienne d'eux, mais pour prouver que la loyauté pouvait perdurer même lorsqu'elle était enterrée sous ses propres cendres. Chaque bataille était un cauchemar. Chaque mort était attendue. Les enfants sont nés dans des voûtes de guerre, non pas de parents, mais de régiments. Les nouveau-nés respiraient pour la première fois grâce à des recycleurs, et leur première lumière était le scintillement des lampes des bunkers. Ils ont appris à marcher avant de pouvoir marcher librement et à assembler des fusils avant de pouvoir prononcer un nom. Finalement, les noms ont également été supprimés. Les traîtres d'en haut, autrefois soldats d'une cause, sont devenus des chefs de guerre, puis des charognards, puis des fantômes. Leur lignée s'est clairsemée. Leur idéologie s'est effondrée dans l'habitude. Personne ne se souvenait de Draïkavitch. Personne ne scandait de slogan. Ils ont simplement tiré lorsqu'ils ont vu un mouvement. Le temps n'a plus d'importance. Les décennies se sont transformées en siècles. La guerre n'a plus de bataille. Elle a des rythmes. Et lentement, presque imperceptiblement, les loyalistes de Krieg gagnent du terrain. Pas par une victoire décisive, mais par la pérennité. Ils étaient plus disposés à endurer la saleté, plus disposés à mourir pour quelques centimètres de tunnels irradiés. Ils étaient plus disposés à laisser leurs propres souvenirs se décomposer, tant que leur devoir ne le faisait pas. Les coups de feu finissent par s'estomper. Que le dernier bunker rebelle ait été détruit par une détonation chimique ou qu'il soit simplement mort de faim en silence, personne ne l'a enregistré. Il n'y a pas eu de déclaration, aucune transmission. Juste un peu de calme, et le silence est resté. Il n'y a pas eu de cérémonie de victoire. Il n'y a pas eu de retour à la lumière. Il n'y avait pas de lumière à laquelle retourner. La surface, lorsqu'elle fut enfin aperçue à nouveau, ne s'était pas améliorée. Il s'est détérioré.
Mais Krieg n'a pas fait son deuil. Ils n'ont pas reconstruit. Ils n'ont pas cherché à entrer en contact. Ils se sont préparés. La guerre a pris fin, mais seulement dans la forme. Sa fonction a été perfectionnée. Ce qui n'était au départ qu'une fracture civile est devenu un creuset. La Krieg a été ramenée à son essence, un peuple réduit à l'obéissance, une planète redéfinie par la pénitence. C'est de ce silence qu'est né le corps de la mort. Il n'a pas été nommé à ce moment-là, mais il a été façonné. Il n'a pas été présenté avec des drapeaux ou des lauriers, mais par des exercices à bout de souffle et des sacrifices sans voix. Il ne s'agit pas d'une nouvelle force. C'était la conclusion inévitable. Des soldats sans passé, sans joie et sans autre ambition qu'un mandat, pour mourir correctement. Faire la guerre avec précision. Expier non pas par des mots, mais par des souffrances offertes sans se plaindre. Et ils n'attendront pas l'Imperium. Ils gagneraient le droit de le servir à nouveau. Tous les mondes ne sont pas rachetés. Certains se reforgent sous des bannières et des reliques, se reconstituent au nom de l'empereur. D'autres s'élèvent, sinon dans la gloire, du moins dans la fonction. Krieg ne l'a pas fait. Il n'a pas été reconstruit. Elle a été supportée. Lorsque les derniers échos du conflit souterrain se sont éteints, ce qui restait des survivants loyalistes a émergé. Ils n'étaient pas venus pour crier victoire. Il n'y avait plus d'ennemis à vaincre. Il n'y avait plus de villes à restaurer. Il n'y avait qu'un horizon peint de cendres et de vent. La surface est devenue étrangère. Ravagée par des siècles de retombées chimiques, elle ne ressemblait à rien de ce que les premiers cartographes avaient pu observer. La neige noire dérive sur les plaines sculptées par les tempêtes de radicaux. La poussière d'os recouvre chaque pente. Des chaînes de ruches entières s'étaient effondrées sur elles-mêmes, formant des cicatrices d'impact suffisamment profondes pour engloutir des cathédrales. Les soldats qui ont surgi de l'obscurité n'ont pas fait de pause. Ils ont avancé, pas vers un objectif, pas vers la récupération, simplement vers l'avant, parce qu'il n'y avait plus rien à reconstruire. Le monde qu'ils avaient connu était mort avec le silence de Jurten. Il ne restait plus qu'une tombe, dont ils étaient les gardiens. Ces hommes n'ont plus les traits d'une armée. Ils sont le résultat d'une décision, façonnés par l'attrition, formés au silence, endurcis non pas pour le triomphe, mais pour le témoignage. Leur fonction n'était pas de récupérer Krieg, elle devait incarner son coup. Les structures de commandement étaient fracturées, maintenues par de vieilles empreintes de cogitateurs, des codes de terrain recyclés et des rites oraux répétés sous les masques à oxygène. Mais la culture avait survécu. C'était suffisant. Il n'y a pas eu de slogan, pas de serment, pas de sermon. Ce n'était pas nécessaire. Jurten avait gravé son idéologie dans leur comportement. Les ordres étaient devenus des instincts. L'identité avait été remplacée par l'affectation. Ne vivre que pour souffrir. Ne souffrir que pour servir. Ne servir que pour mourir. Et la mort, croyait-il, n'était pas un échec. C'était un accomplissement. Des siècles passèrent avant que l'Imperium ne se souvienne de Krieg. Un courant de distorsion erronée a entraîné une lente flotte d'exploration de Munitorum dans le champ de vision. Curieux, ils ont déployé une sonde de reconnaissance. L'alimentation les a déroutés. Pas de marqueurs biologiques, pas de signature thermique, pas de villes actives. Mais le signal existait. Une impulsion binaire répétée en parfaite cadence. Nous sommes loyaux, c'est tout. Pas de demande, pas d'élaboration, pas de contexte, et c'était suffisant. L'Imperium, en quête de chair pour alimenter ses guerres sans fin, dépêcha des émissaires.
Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un monde perdu, mais une usine à fanatisme. Sous les ruines de Krieg, des voûtes prospèrent en silence. Des clones d'enfants ont été mis en gestation dans des utérus artificiels. Des cuves de nutriments recyclaient la biomasse en pâte grise. Les chambres d'entraînement renforcent la mémoire musculaire par la douleur électrique. La discipline n'était pas enseignée. Elle était élevée. Les enfants de Krieg n'ont pas appris à marcher. Ils sont nés en marchant. Ils n'étaient pas des conscrits. Ils n'étaient même pas volontaires. Il s'agit de conséquences. Enveloppés dans des trenchs noirs, visages scellés derrière des masques filtrants, des voix transformées en monotones mécaniques par des vox throats incrustés à la naissance. Chacun d'entre eux était un numéro. Chacun d'entre eux remplace le précédent. Pas d'identité, pas de repos, juste de l'endurance. L'administratum n'a pas discuté. Ils n'ont pas demandé comment cela avait commencé, ni pourquoi cela persistait. Ils avaient trouvé un monde de forge, non pas d'armes, mais d'hommes prêts à mourir sans protester. Un monde qui n'exigeait aucune récompense. Un monde qui ne demandait aucun répit. Seul le déploiement. Et Krieg a tenu parole. Les premiers lots ont été attribués sans cérémonie. Les quotas de dîmes dépassent les attentes. Les coffres s'ouvrent les uns après les autres. Chaque année, de nouveaux régiments apparaissent, indistincts mais efficaces, silencieux mais obéissants. Pour l'ensemble de l'Imperium, ils représentaient une ressource. Pour Krieg, il s'agit d'un rituel. Les tranchées sont devenues des autels. Les trous d'hommes sont devenus des confessionnaux. Les zones de guerre se sont transformées en cathédrales de sang où le sacrifice a remplacé l'écriture. Leur foi n'était pas dans la victoire. Il s'agissait d'une punition. Ils n'ont pas tué pour conquérir. Ils ont saigné pour faire pénitence. D'autres régiments s'en aperçoivent. Non pas par admiration, mais par crainte. Les troupes de Krieg n'ont pas battu en retraite. Elles ne parlaient pas à moins qu'on ne leur adresse la parole. Elles avançaient dans les gaz et les tirs comme si la mort était un ordre. Elles se déplaçaient en formation, même s'il leur manquait des membres. Elles ont tenu les lignes déjà rompues. Ils sont arrivés sans célébration et ne s'est jamais arrêté. Parce que Krieg n'était pas une force militaire. C'était une blessure donnée à l'uniforme, une doctrine de la cicatrice donnée. Ces hommes n'existent pas pour gagner des batailles, mais pour rappeler à l'Imperium ce qu'il en coûte de l'abandonner. Et bien que peu de gens l'aient dit à haute voix, la leçon était claire. Si Krieg pouvait survivre à sa propre trahison, ainsi, personne n'avait d'excuse pour tomber. Dans l'Imperium, la rédemption est souvent imaginée sous forme de spectacle. Des croisades menées dans une fureur sacrée, des ennemis purgés par la flamme orbitale, des martyrs immortalisés dans la pierre. C'est dramatique, bruyant, révérencieux dans sa violence. Mais Krieg ne cherche pas la rédemption dans le spectacle, il le trouve en cours de route. Lent, inébranlable, impersonnel. Pour Krieg, la rédemption n'est pas la récupération de la grâce. Il s'agit d'un démantèlement délibéré du soi. Lorsque les régiments de Krieg furent pleinement intégrés à la doctrine du Munitorum, les analystes de l'Administratum remarquèrent une chose qu'aucune ardoise de données ne pouvait expliquer complètement. Ils ne se battent pas pour la victoire. Ils se battent comme s'ils ne s'attendaient pas à revenir. Ce n'était pas une exagération poétique. Il s'agissait d'une politique. L'identité de Krieg, forgée dans les retombées et le feu, s'est transformée en une doctrine de la culpabilité héritée. La trahison de l'autarque Draïkavitch n'était plus considérée comme de l'histoire,
mais comme de la théologie. Un péché originel planétaire. Et le péché, dans l'impérium, exige la dîme. Dans le cas de Krieg, cette dîme était du sang. Non pas dans un seul moment d'absolution glorieuse, mais dans un sacrifice constant et implacable. Chaque garde de Krieg portait cet héritage. Il ne s'agissait pas d'une culpabilité au sens émotionnel du terme, c'était structurel. Une vérité encodée dans leur éducation, leur discipline, leur chair. Ils ne demandaient pas à être pardonnés. Ils ne demandent qu'à être utilisés. Et cet usage est devenu sacré. Les tranchées n'ont pas été creusées à la hâte. Elles ont été mesurées, renforcées, bordées de glyphes dévotionnels gravés dans la terre à l'aide de baïonnettes. Chaque emplacement était un sanctuaire. Chaque déploiement, une liturgie d'obéissance. Leur silence sur le champ de bataille n'était pas un vide. C'était de la révérence. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas maudit. Ils avançaient dans le feu sans hésitation, non pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce que la peur n'avait pas lieu d'être. Mourir au service d'autrui, c'est atteindre un but. Survivre, c'est rester inachevé. Au sein de chaque régiment, la structure ressemble davantage à celle d'un ordre monastique qu'à celle d'une armée conventionnelle. La discipline de Vox était rigoureuse. La hiérarchie n'est pas maintenue par le charisme ou la peur, mais par l'adhésion. Les ordres sont sacrés. Tout retard est une hérésie. Les commissaires en poste avec Krieg sortent rarement leur arme de poing. Ce n'était pas nécessaire. L'exécution a été internalisée. Lorsque l'ordre d'avancer est donné, les Kriegmen se déplacent comme un seul homme. Lorsqu'il s'est agi de tenir, ils n'ont pas remis en question le coup. Ils n'ont pas prié pour la victoire. Ils ont prié pour l'utilité. Les rituels de briefing commençaient par l'entretien des armes et se terminaient par des heures de silence dans des unités habitées scellées. Pas de lumière, pas de bruit, seulement la respiration rythmée d'hommes se préparant à devenir des statistiques. Dans ces intervalles silencieux, l'identité personnelle s'évapore. Certains se chuchotent des credos, des mantras qui servent à la fois de prière et de programme. Servir, c'est souffrir. Souffrir, c'est purifier. L'empereur n'exige rien de moi, mais tout. Ce n'était pas une métaphore. C'était leur métrique. La survie n'était pas une récompense. Il s'agissait d'un retard. Lorsque les Kriegmen reviennent de la bataille, ils ne sont pas honorés. Ils étaient réaffectés. Leur survie les a marqués non pas comme des héros, mais comme des offrandes incomplètes. Krieg n'a pas produit de vétérans. Il a produit des restes. Cette situation a eu des répercussions sur leur doctrine de guerre qui ont perturbé même les commandants les plus expérimentés. Les blessures du champ de bataille ne sont traitées que lorsque les ressources de triage permettent un redéploiement immédiat. Dans le cas contraire, les blessés sont laissés sur place, enterrés dans les barrages, scellés dans les décombres, et leur mémoire se résume à leur nombre. Les barrages de gaz sont utilisés à titre préventif, parfois sur des tranchées encore occupées par les leurs. Si l'objectif nécessite un nettoyage, ils n'hésitent pas. La perte collatérale n'est pas une défaillance. Il a été calculé. L'efficacité n'était pas une stratégie. C'était de la pitié. Chaque Kriegman a compris qu'une mort nette et obéissante valait mieux qu'une hésitation. Mieux que l'égoïsme. Mieux que le souvenir. Cette mentalité était présente dans chaque mouvement. Chaque marche à quatre pattes dans le no man's land. Chaque poussée contre des positions retranchées sans espoir de survie.
Leur loyauté n'allait pas au résultat, mais au processus. Dans la boue, dans le bunker, dans la tombe anonyme. Krieg ne vit plus pour elle-même. Il vivait pour l'Imperium, pas dans l'attente d'une récompense, pas dans l'espoir d'une rédemption, mais comme une dîme faite chère. Lorsque l'administratum a demandé des régiments, Krieg a répondu sans varier. Les coffres s'ouvrent, les clones se sont réveillés, des unités ont été envoyées, baïonnettes aiguisées, masques scellés, pas de cérémonie, pas de protestation, pas de reconnaissance. Il s'agit seulement d'un autre déploiement. Pour les commandants impériaux, ce sont des ressources. Pour Krieg, ce sont des rituels. Les tranchées sont devenues des confessionnaux. La mort est devenue une affirmation. Et peu importe le nombre de pertes, d'autres arrivaient. Pas pour gagner, mais à dépenser correctement. Krieg était devenu un monde défini, non pas par ce pourquoi il se battait, mais par ce qu'il acceptait. La rédemption ne peut se faire que par l'anéantissement. Et que souffrir tranquillement, dans le service, était la seule preuve qu'ils étaient à nouveau loyaux. Il y a plusieurs façons de tuer un homme. Une balle de revolver dans la poitrine, une tranchée creusée par l'artillerie, une cartouche de gaz larguée là où les poumons osent encore respirer. Il s'agit de méthodes physiques brutes, tangibles et immédiates. Mais Krieg a perfectionné une exécution plus silencieuse. Ils ont tué le moi, non pas par la violence, mais par l'effacement. Ils ont effacé le nom. Ils ont effacé l'histoire. Ils ont effacé l'individu. Car sans nom, il n'y a pas de mémoire, pas d'identité à protéger, pas de lignée à honorer, pas de voix qui compte. Et une fois que le nom a disparu, ce qui reste ne peut pas se rebeller. Krieg n'est plus une simple planète. Elle était devenue une machine. Non pas une machine de guerre, mais une machine d'élimination. Chaque génération se dépouille un peu plus de son héritage personnel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le devoir. Servir dans le Death Corps, ce n'était pas s'enrôler, c'était disparaître. Les enfants ne sont pas nés, ils ont été fabriqués. Conçus dans des voûtes biologiques à partir de modèles génétiques robustes sélectionnés pour leur résistance aux radiations, au froid, à l'exposition aux produits chimiques et aux variations émotionnelles. Dès qu'ils émergeaient, l'entraînement commençait. Exercice de combat, maniement des armes, immersion dans l'environnement. Mais pas de berceuse, pas d'histoire, pas d'anniversaire. Il n'y avait pas de famille, seulement des instructeurs et des chiffres. Chaque enfant a reçu un code de série lors de sa sortie, indiquant la classification du lot et du déploiement. Pas de prénom, pas de nom de famille, pas de possibilité d'adresse informelle. Il n'y avait pas de vous, il n'y avait que la désignation. Au moment où ils pouvaient tenir un fusil laser, ils avaient déjà intériorisé l'inévitabilité de la mort. Pas comme une menace, pas comme une peur, mais comme une promesse, une conclusion programmée. Survivre à une campagne n'est pas un triomphe, c'est un retard. Cela signifie que le grand livre des sacrifices n'a pas encore été équilibré. Les noms n'ont donc aucune valeur. Parce que les noms sont destinés à des personnes qui pourraient revenir. Sur Krieg, personne ne s'attend à revenir. La communication entre les soldats est réduite à l'essentiel. Le grade, statut, mouvement, directive. Un remerciement peut ne jamais être prononcé. Les adieux sont considérés comme du gaspillage. Ils n'ont pas formé d'attachement. Ils ont formé des formations. L'intégrité tactique a remplacé la camaraderie.
Aucune unité n'a quitté sa position dans le but de la récupérer. Aucun soldat ne se retourne une fois que la ligne a avancé. Si quelqu'un tombait, un autre le remplaçait. Le nom n'était pas enregistré. La mort n'était pas annotée. Il n'y a pas eu d'élégie, pas d'éloge funèbre. Uniquement du silence. Mais le silence n'était pas vide. C'était un rituel. Car chaque Kriegman savait qu'il n'était pas l'homme qui se tenait là. Il était la fonction. Il était le rôle. Il était Krieg. Et s'il tombait, il serait absorbé par le sol avec d'innombrables autres. Pas de marque, pas de deuil. Juste un service public rendu jusqu'à son terme. Même les commissaires, l'épine dorsale en acier de la plupart des forces impériales, se sont retrouvés déplacés par les Death Corps. Pour certains, c'était comme crier dans le vide. D'autres ont dit qu'ils se sentaient comme des gardiens de l'ombre. Un officier a présenté un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre. Ils ne craignent pas les sanctions. Ils ne servent pas par conviction. Ils servent parce qu'ils n'ont plus le droit d'être autre chose. Le masque scelle la transformation. Chaque soldat de Krieg portait un respirateur intégré à son armure. Fonctionnel, certes, mais symbolique. Il assourdissait leur voix, déformait chaque syllabe en un râle mécanique. Leurs yeux, si on les voyait, brillaient d'une lueur rouge derrière un verre renforcé. Rares sont ceux qui ont retiré leur masque, même en toute sécurité. La plupart ne l'ont jamais fait. Le masque n'était pas seulement une protection contre la mort chimique, c'était une dissimulation contre la reconnaissance. Car voir le visage en dessous, c'est risquer le souvenir. Et le souvenir était une porte d'entrée vers le chagrin. Ils ont donc porté leur masque comme une armure, non pas contre les ennemis, mais contre l'empathie. La mort du moi n'est pas considérée comme une tragédie. Cela a été perçu comme une réussite. Parce que là où l'ego échoue, le devoir perdure. Là où la peur vacille, l'obéissance brûle fermement. Et Krieg a veillé à ce qu'il ne reste rien d'autre. Depuis le moment de la création jusqu'à la charge finale, on a enseigné à chaque garde que l'acte le plus important était l'abandon, non pas du corps, mais du moi. Effacer l'homme pour ne garder que le service. Dans ce vide, ils ont placé une seule croyance. Cette rédemption exigeait plus qu'un sacrifice. Il fallait disparaître. L'Imperium exige beaucoup de ces mondes. Titane des colonies minières, les données des enclaves Mechanicus, les prières des lunes sanctuaires. Mais pour Krieg, une seule chose était vraiment nécessaire. La chair. Lorsque le contact a été rétabli avec Krieg après des siècles de silence, le Munitorum s'attendait à la folie ou à la ruine. Ce qu'il a reçu à la place, c'est de la précision, des titres respectés dans leur intégralité, des échéances observées au jour près, des formulaires soumis avec une efficacité digne d'une machine. Aucune ressource n'est proposée, aucune tentative de diplomatie, uniquement des régiments. Krieg n'a pas demandé ce dont l'Imperium avait besoin, elle demande seulement combien il y en a. Pour une galaxie en guerre perpétuelle, cette réponse valait tout l'or du monde. Au début, les dîmes sont modestes, 2, voire 3 régiments par décennie. Mais Krieg n'a jamais faibli. Aucun retard, pas de pénurie, pas d'excuses. L'administratum, en manque de main-d'œuvre, ajusta les quotas. Ils les ont doublés. Il les a ensuite triplés. Krieg n'a jamais refusé. Il n'y a pas eu d'appel des gouverneurs de planète, aucun appel de l'ecclésiarchie, pas de résistance bureaucratique de la part du Mechanicus. Il n'y avait plus de voix pour s'opposer. La Krieg a cessé d'être une culture. Il était devenu un établissement. Les derniers vestiges de la noblesse,
ont brûlé depuis longtemps. La foi a été remplacée par une endurance ritualisée. Les seuls sanctuaires étaient des bunkers, et les seuls sermons étaient des rapports de perte. Les quotas ont donc continué à augmenter. Et Krieg a continué à livrer la marchandise. Le Death Corps est devenu plus qu'un nom, c'est devenu une industrie. Régiment après régiment, lot après lot, scellés et expédiés dans des cales de transport, empestant le prométhium, le désinfectant et le fer. Des utérus artificiels se sont relayés sous des cathédrales cyclopéennes de béton et de barres d'armature. Les biotechniciens se déplaçaient comme des ombres entre des racks de réservoirs de fluides, enregistrant l'émergence de nouvelles vies, non pas pour les célébrer, mais pour les assigner. Chaque enfant est catalogué, testé, trié. Ceux qui ont été jugés viables ont été confiés à des instructeurs. Ceux qui ont échoué n'ont pas été pleurés. Ils ont été réutilisés, tissus recyclés en aliments ou en combustible. Les eaux sont transformées en engrais. Pas de déchets, pas de pause, juste le débit. Parce que Krieg ne considérait pas la vie comme sacrée, seulement son expiration. Chaque régiment levé n'était pas seulement une force militaire. C'était une confession, une déclaration de pénitence griffonnée sur des corps et envoyée dans les creusets les plus sanglants de la galaxie. Nous nous souvenons de ce que nous avons fait, murmurait-il, bien qu'aucun Kriegman ne l'ait jamais dit à haute voix. Laissez-nous mourir, en prouvant que c'était mal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Des dizaines de milliers, parfois dans les semaines qui suivent le déploiement. Ce n'est pas un échec. C'était un accomplissement. Krieg n'a pas mesuré l'efficacité en termes de victoire ou de résultats stratégiques. Elle est mesurée par l'attrition, le nombre de corps qu'il pourrait produire, le nombre de tranchées qu'il pourrait remplir. Combien de morts pourrait-on offrir avant que le grand livre ne s'allège un peu? L'administratum, quant à lui, ne l'a pas remis en question. Il n'avait aucune raison de le faire. Aucune rébellion n'est jamais venue de Krieg. Aucune protestation. Aucune déviation doctrinale. Tous les ordres étaient suivis. Chaque délai est respecté. C'est ainsi que les quotas ont augmenté. Plus de régiments de siège, plus de corps d'artillerie, davantage d'ingénieurs d'assaut formés à la guerre chimique et aux missions souterraines. Les doctrines ont été adaptées à leur utilisation. Les schémas de déploiement ont été modifiés pour tenir compte de leur attrition quasi certaine. Les commandants cessent de planifier les renforts, ils en commandent simplement à Krieg. Le corps de la mort n'a pas demandé d'éloge. Ils n'ont pas demandé d'honneur. Ils n'ont pas écrit à la maison. Il n'y avait pas de foyer à qui écrire, uniquement des chambres fortes, uniquement des chiffres, uniquement la dîme. On dit que Krieg est devenu le seul monde de l'histoire impériale où toute la population a été soumise à la dîme militaire, parce que la population, au sens traditionnel du terme, avait cessé d'exister. Il n'y avait pas de civils, uniquement l'inventaire. Ainsi, tandis que la galaxie saignait, Krieg demeurait constante. Sa machine alimentée par la chair avançait, alimentée par la culpabilité et régulée par le silence. L'ecclésiarchie a brièvement exprimé son inquiétude. Certains prêtres se demandaient si ce cycle de la mort avait une quelconque valeur spirituelle. Ils se demandaient si la pénitence, sans possibilité de rédemption, était encore de la dévotion ou simplement du désespoir. Mais ils ont été ignorés. Parce que Krieg n'a jamais manqué de mourir quand on le lui demandait. Et cela, aux yeux de l'Imperium, était suffisant. C'est ainsi que la dîme,
est devenue la seule voix que Krieg ait jamais fait entendre. Chaque envoi, un appel silencieux. Nous sommes loyaux, nous sommes prêts. Utilisez-nous. Et l'Imperium l'a fait. Guerre après guerre, système après système. Les corps de la mort sortent de leur lander en file indienne, les lentilles rouges luisant à travers la fumée et les ruines. Ils n'ont pas laissé de nom, uniquement des numéros sur les listes. Seul le silence sur le Vox. Seul le poids d'une planète essayant, à sa manière, de mériter le pardon, non par des mots, mais par la mesure exacte des vies données. Une dîme à la fois. Certains régiments se battent pour la victoire, d'autres pour la gloire. Mais les Death Corps de Krieg ne marchent que vers une seule fin, décès. Pas comme un échec, ce n'est pas une conséquence, mais en tant que fonction. Lorsque les soldats de Krieg furent pleinement intégrés à l'Astra Militarum, leur façon de faire la guerre s'était consolidée pour devenir quelque chose qu'aucune autre force ne pouvait imiter, non pas à cause de la technologie ou de l'entraînement, mais parce qu'aucun autre régiment ne voulait le faire. Ils n'ont pas recherché la brillance tactique. Ils n'ont pas aspiré à un héritage stratégique. Ils ne cherchaient qu'une chose, mourir là où on le leur demandait. Pour eux, c'est la plus haute expression de la loyauté. Ce qui a émergé du berceau de la Krieg n'était pas seulement un régime, c'était une théologie militaire. Ces principes n'étaient pas énoncés à voix haute, ils étaient vécus. Ils étaient transmis d'une génération d'infanterie à masque à gaz à l'autre, sans fioriture, sans discussion. Il n'y avait pas de nom officiel pour cela, mais dans d'autres régiments et au sein de l'état-major, elle est devenue connue sous le nom de doctrine des morts. Elle a commencé par une hypothèse fondamentale. La survie n'avait pas d'importance. Les formations de la Krieg n'effectuaient pas de rotation après des engagements prolongés. Il n'y avait pas de protocole de retraite. Il n'y a pas de calendrier de renforcement destiné à préserver les escouades de vétérans. Au lieu de cela, ils avançaient, ou ils mouraient en avançant. Il n'y avait pas de différence. Leur ligne de tranchée était sacrée. Chacune d'entre elles est construite comme une position définitive, et non comme un point d'appui temporaire. Abandonner une ligne signifie abandonner son devoir. Mourir dans la tranchée était un accomplissement. Tomber à l'arrière de la ligne, c'est l'échec. Les exercices à la baïonnette étaient menés avec une intensité quasi religieuse. Les soldats s'entraînaient au combat rapproché, non pas parce qu'ils espéraient y survivre, mais parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur ordonne de le faire, sans hésitation, sans soutien. La guerre de siège est devenue leur signature, non pas pour leur supériorité technique, mais pour une caractéristique qui les distingue de toutes les autres. Endurance. Ils ont tenu en silence pendant des mois, voire des années, sous les tirs, les maladies, les gaz et la famine. Ils creusent de nouvelles lignes à la main dans un sol irradié. En cas de pénurie de matériel, ils construisent des fortifications avec les os des soldats tombés au combat. Si on leur demande comment ils définissent la victoire, les officiers de Krieg répondent la même chose. Nous restons. Ils ne restent pas. Leur méthode reflétait cet état d'esprit. Le gaz n'était pas une escalade, c'était la norme. L'infanterie de la Krieg s'est entraînée dès son plus jeune âge dans des environnements hermétiques, ses poumons étant conçus pour supporter l'exposition aux produits chimiques avec autant de désinvolture que d'autres supporteraient la fatigue. Ils ont déployé des gaz en abondance, dans les tranchées, sur les lignes de crête, dans leur propre secteur si nécessaire.
Si l'ennemi hésite, ne serait-ce qu'un instant, la perte de vieux amis est acceptable, parce que l'hésitation est une faiblesse. Et Krieg ne pouvait pas se le permettre. Leurs doctrines d'artillerie suivent la même logique. Alors que les autres commandants privilégient la précision, Krieg préfère le volume. Bombardement massif, des barrages mesurés non pas en termes d'impact mais de couverture. Si toute une zone d'abattage est réduite en ruine, la question de la localisation de l'ennemi n'a plus lieu d'être. Si rien n'est laissé en vie, a dit un jour un commandant, c'est à nous de le faire. La reconnaissance a été rejetée. Le moral des troupes n'est pas au beau fixe. Le triage médical privilégie l'efficacité au détriment des résultats. Dans certaines campagnes, les médecins de campagne de Krieg ont reçu l'ordre d'injecter des doses terminales aux soldats blessés jugés trop lents pour retourner en formation. Ce n'est pas par cruauté, par nécessité logistique. Tout était calculé. Un maréchal, avant une campagne de siège, a fameusement demandé à son état-major de planifier la bataille par l'arithmétique. Pas par hasard, en volume. Il voulait que le terrain soit cartographié en fonction du nombre de vies qu'il faudrait pour traverser chaque segment. Il a ensuite demandé le nombre exact de troupes nécessaires pour y parvenir. C'est ainsi que l'assaut a commencé. Des milliers de morts pour revendiquer des mètres de terrain, comme prévu. Les groupements tactiques mixtes ont eu du mal à comprendre cette situation. Les régiments de Krieg ont refusé tout soutien sans hésitation, même de la part des éléments d'élite des Astartes. Lorsqu'ils étaient interrogés, ils ne répondaient que par des données sur l'achèvement des missions. Pas d'excuses. Parfois, pas du tout. Ils ne voyaient pas l'ennemi comme un ennemi. Ils les voyaient comme des variables, des obstacles à supporter, à consommer, à réduire au silence. D'autres unités de la garde craignaient de combattre à leur côté. Pas par incompétence, mais parce que Kriegman n'a pas flanché. Ne se sont pas reposés, ne s'arrêtaient pas. Les regarder travailler, c'était comme regarder des machines saignées de dévotion. Ils n'ont jamais applaudi, n'a jamais salué. Il n'y a jamais eu de pause lorsque les tirs se sont arrêtés. Car pour eux, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Et la fin d'une bataille n'est pas un soulagement. Cela leur rappelait qu'ils n'étaient pas encore morts. L'Imperium ne s'excuse pas. Elle ne porte pas le deuil et ne cherche pas à savoir ce qui saigne efficacement. Ces institutions, dont l'ancienneté dépasse l'entendement, fonctionnent par nécessité et non par empathie. Et lorsque Krieg est sorti de son silence, la galaxie n'a pas demandé pourquoi. Il a seulement demandé combien il y en avait. Les régiments sont reçus, les calendriers sont établis, les ordres de déploiement sont émis. Les noms des mondes qu'ils ne reverront jamais sont imprimés sur des data slates, empilés à côté des manifestes de rationnement et des quotas de sac à dos. Pas de questions, aucun rapport, aucune tentative pour comprendre ce qu'ils étaient. Car comprendre Krieg, c'est se pencher sur une vérité que l'Imperium préfère enfouir. Cette loyauté, si elle n'est pas contrôlée, devient indiscernable d'un auto-effacement. Le nom du colonel Jurten n'orne aucune place. Ses exploits ne sont pas célébrés dans les archives impériales. Son portrait n'est pas accroché dans la grande salle des martyrs. Et c'est à dessein. Parce que Jurten a fait ce que l'Imperium n'avait pas la volonté de faire lui-même. Il a brûlé son monde pour sauver son âme. Et lorsque cela fonctionnait, lorsque les flammes produisaient une obéissance si pure qu'elle ne pouvait être remise en question, l'Imperium prenait le résultat et le classait dans la catégorie des précédents acceptables. Ils n'ont pas envoyé d'équipe d'enquête. Ils ont envoyé des cargos. Krieg n'avait aucune relique à offrir.
Pas de technologie excédentaire, pas de secrets archéotechniques. Mais elle avait des soldats à n'en plus finir. Et on a toujours besoin de soldats. L'administratum a donc fait son travail. Les formulaires ont été tamponnés. Les dîmes ont été perçues. Les programmes de la flotte ont été mis à jour. Krieg a été classé comme conforme, hautement productive, mécaniquement loyale. Il représentait tout ce que l'Imperium prétendait attendre d'un monde, et cela terrifiait ceux qui regardaient vraiment. Parce que la Krieg n'a pas été une victoire. Il s'agissait d'un avertissement. La galaxie ne parle pas de ce qui s'est passé. Pas à haute voix, pas dans les briefings. L'histoire est connue, mais elle n'est jamais répétée. Elle se trouve, comme une pourriture, sous la surface de la politique, trop utile pour être confrontée, trop grotesque pour être examinée. Lorsque Draykavich s'est rebellé, aucune flotte n'est venue l'arrêter. Lorsque Jurten a déclenché le jugement nucléaire, aucun tribunal n'a été réuni. Lorsque des générations d'enfants ont grandi et sont morts sans nom ni avenir, aucun décret ecclésiastique n'a remis en cause cette pratique. Parce que le système en a bénéficié. Et l'Imperium ne répare pas ce qui saigne selon le calendrier prévu. Krieg est la preuve que l'Imperium n'exige pas de ses citoyens qu'ils vivent bien. Il suffit qu'ils meurent efficacement. De temps en temps, quelqu'un tente d'intervenir. Un jeune commissaire troublé par le vide qui règne derrière les lentilles rouges. Un inquisiteur curieux des registres de stérilisation génétique. Un érudit de Terra qui se demande pourquoi aucun Kriegman n'a jamais reçu de citation officielle. Il dépose des rapports. Il demande des inspections. Il pose les mauvaises questions. Et la plupart d'entre eux disparaissent dans le vide administratif. Certains sont transférés en première ligne. Certains sont réaffectés à des rôles plus calmes. Quelques-uns sont retrouvés morts dans des endroits qui ne sont jamais fréquentés. Parce que Krieg n'est pas cassé. Il est fonctionnel. Et dans l'Imperium, la fonction est sacrée. Lorsqu'un régiment de Krieg perd 9000 hommes en une semaine et ne demande pas de renfort, mais seulement la confirmation de l'achèvement de l'objectif, on considère qu'il s'agit là d'une excellence logistique. Pas de sacrifice, pas une tragédie. L'efficacité, tout simplement. Lorsque leur commandant planifie des offensives mesurées en fonction des pertes attendues, personne ne s'y oppose. Lorsqu'ils reviennent de campagne avec des reliques carbonisées et des listes de victimes scellées, le Munitorum approuve leur prochaine rotation sans commentaire. Performance satisfaisante. Pas d'honneur, pas de fanfare. Il suffit de cocher la case. L'Imperium ne célèbre pas la Krieg, il les utilise. Car reconnaître ce qu'ils sont, c'est se confronter à ce que l'Imperium est devenu. Une machine qui se nourrit de corps et qui punit toute déviation de son rythme. Même l'Adeptus Astartes évite les collaborations étroites. Ce n'est pas par dédain, mais par malaise. Combattre aux côtés de Krieg, c'est assister à quelque chose de dépouillé de toute prétention. Une guerre sans préambule, une obéissance sans âme. Les regarder, c'est comme arriver au bout d'un long chemin. Un chemin que chaque monde loyal pourrait emprunter s'il était poussé suffisamment loin. Ils ne regardent donc pas. Ils sont brefs en passant. Ils expédient la dîme. Ils apposent leur cachet sur les commandes. Ils accueillent les morts. Et ils ne demandent jamais pourquoi les soldats ne parlent pas. Parce qu'au fond, tout le monde connaît déjà la réponse. Et la vérité est plus lourde que ce que peut porter une galaxie. Krieg est mort. Pas métaphoriquement. Pas poétiquement. Dans les faits. Sa biosphère s'est effondrée.
Le ciel a été transformé en un plafond de suie toxique. Tous les océans ont été réduits à des vapeurs irradiées. La surface, autrefois berceau de l'industrie, n'était plus qu'un souvenir squelettique, brûlé au-delà de toute récupération. Et pourtant, des catacombes de cette mort, des hommes ont encore émergé. Ils ont marché en silence, non pas vers la survie, mais vers l'effacement. Le monde ne fonctionne plus comme une planète. Il ne tournait plus pour nourrir la vie et ne produisait plus de récoltes sous un soleil clément. Il était devenu une forge d'attrition. Un mécanisme scellé produisant des soldats sans intention de reconstruction, seulement de continuation. Car pour Krieg, la restauration n'a pas d'importance. Seule la préparation compte. Il se préparait à des guerres dont il ne verrait jamais la fin, à des ennemis qu'il n'avait jamais rencontrés, à la mort, non pas comme une conséquence, mais comme un destin. Chaque cycle solaire, même si le soleil n'est plus visible, est le signe d'un nouveau rassemblement. Les voûtes s'ouvrent à un rythme soutenu, les lignes se forment, l'équipement est distribué. Les unités se voient attribuer un transport vers les étoiles avant même d'avoir terminé les exercices de base. Il n'y a pas eu de discours, pas d'adieu, uniquement des coordonnées et des comptes à rebours. Krieg n'a pas produit d'espoir, elle a abouti à une conclusion. Et l'Imperium l'a accepté avec reconnaissance. Mais les Death Corps ne se sont pas contentés d'atteindre les quotas. Ils se sont portés volontaires pour toutes les campagnes sans espoir. Ils ont demandé à participer à des zones de guerre considérées comme ingagnables. Ils ont choisi des sièges connus pour broyer des systèmes entiers pendant des siècles. Pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, mais parce que la futilité m'était familière. Pour eux, la guerre impossible était la plus pure. Leur victoire ne se mesurait pas en objectifs pris, mais en profondeur des tombes qu'ils laissaient derrière eux. Quel que soit l'endroit où ils ont débarqué, ils ont apporté Krieg avec eux. Littéralement. Les conteneurs de terre irradiés ont été déchargés en premier. Ce n'est pas par superstition, mais par nécessité. Les tranchées devaient être creusées dans un sol qui leur rappelait leur pays. Les morts devaient être enterrés dans une terre qui avait déjà connu la trahison. Ce faisant, ils ont rendu chaque champ de bataille familier. Les tranchées ne sont pas de simples fortifications. Il s'agissait de tombes creusées à l'avance. Ils les ont creusées avant le premier coup de feu, sachant que la plupart d'entre eux ne verraient jamais le second. D'autres régiments l'ont remarqué. Ils n'ont jamais rien dit directement. Mais les chuchotements voyagent plus vite que les signaux vocaux. Les hommes des cendres, les fantômes de la terre, les morts qui marchent. Certains ont dit que les soldats de la Krieg saignaient de la poussière. D'autres ont affirmé que leur souffle s'embuait à l'intérieur de leur masque, même dans le vide, que leurs mains ne tremblaient jamais, même dans des conditions d'hypothermie, qu'ils refusaient la morphée lorsqu'ils étaient mortellement blessés, préférant la clarté au moment de la mort. Superstition, peut-être, mais leur présence a modifié les champs de bataille. Leur arrivée a marqué un tournant. Le ton de la guerre s'est émoussé. Les bannières perdent de leur couleur. Les chants meurent sur les lèvres des officiers de morale. Pas de cris de ralliement, pas d'acclamation. Juste le bruit constant de la pelle contre la terre et des mortiers qui résonnent comme des métronomes de la misère. Ils n'étaient pas motivés par la haine, ni par la peur. Ils se sont battus parce qu'ils y étaient assignés, parce que quelqu'un devait le faire, et parce que Krieg a depuis longtemps abandonné la question du pourquoi. Chaque offensive était une offrande. Chaque victime est une pièce payée pour une dette sans fin. La sécession de Draykavich avait disparu des archives officielles.
Son nom a été effacé, ses actes ont été oubliés par tous, sauf par Krieg. Mais le péché est resté. Tant qu'un seul garde porterait un masque de Krieg, la pénitence perdurerait. Les feux de Jurten se sont éteints, mais pas la doctrine qui l'a forgée. Krieg ne croit pas à la paix. Elle croyait en l'utilité. Chaque déploiement a renforcé cette conviction. Ils existaient pour que d'autres n'aiment pas à le faire, pour que des planètes restent intactes, pour que des secteurs puissent rester nominalement stables, alors que les pires souffrances étaient enfouies sous des couches de cendres et de gaz et sous la marche silencieuse et sans fin de Krieg. Même si ceux pour qui ils sont morts ne le savaient pas, même lorsqu'ils n'ont pas été remerciés, même lorsque ceux à côté desquels ils ont saigné refusent de leur parler. Les soldats de Krieg n'éprouvent aucune rancœur. Ils ont reçu des ordres. Leur loyauté n'était pas conditionnelle. Leur service ne nécessitait pas de reconnaissance. Ils ont traversé le feu et la ruine, non pas parce qu'ils avaient quelque chose à prouver, mais parce que l'alternative était impardonnable. C'est ainsi qu'ils ont défilé, tranchée à tranchée, de front à front, des tombes derrière eux, des ennemis devant eux, aucun nom, pas d'éloge funèbre, pas de questions, seulement les pelles, seul le silence, seulement le rythme d'un monde mort qui refuse de s'arrêter de donner, parce que Krieg était mort, et les cendres ont encore des kilomètres à parcourir. La galaxie n'a guère enregistré de Vrax. Un autre dépôt de munitions, un autre point d'appui niché dans l'espace mort et encombré de lamas de cyclopes. Il n'abritait aucune maison noble, aucun avantage stratégique unique, juste des stocks, des obus, du carburant, des armures et de la foi. Ce qui, dans l'Imperium, est plus que suffisant pour devenir dangereux. Le cardinal Xaphan, un fonctionnaire de rang inférieur de l'Adeptus Ministorum, a été chargé de superviser cette zone reculée. Il n'a pas été choisi pour sa brillance. Il a été choisi pour son obéissance. Un fantôme bureaucratique chargé de veiller à ce que les sermons soient récités, les reliques dépoussiérées et les manifestes de stock vérifiés. Mais l'erreur n'a pas été d'envoyer Xaphan à Vrax. L'erreur a été de penser qu'il resterait petit. Comme tant d'autres qui se retrouvent oubliés, Xaphan a pris l'obscurité pour de l'injustice. Sa foi s'est repliée sur elle-même. Il ne voyait pas l'Imperium comme le moteur d'un dessein divin, mais comme une relique imparfaite de ce qu'il aurait dû être. En silence, il a rassemblé d'autres personnes qui ressentaient la même chose. Commis, quartier-maître, les gardes qui ne sont pas en service, les serfs du sanctuaire qui travaillent sous les voûtes des cathédrales, jamais vus et jamais remerciés. Il leur a parlé de pureté, d'un nouveau départ, d'un feu qui purifierait non seulement les faibles, mais aussi les indignes. Et dans les catacombes creuses de Vrax Prime, il s'est préparé. Il a transformé la doctrine en propagande. Il a caché des cargaisons d'armes dans des caisses reliquaires. Il a transformé les sermons en campagnes de recrutement. Et lorsque son réseau s'est étendu aux profondeurs de la cathédrale forteresse, il a agi. Vrax a été scellé. Canovox de l'extérieur brouillé. Les batteries anti-orbitales ont été réajustées en fonction des nouveaux protocoles de tir. La garnison a déclaré sa loyauté non pas au grand seigneur de Terra, mais à la révélation sacrée de Xaphan. L'Imperium s'en est rendu compte trop tard. Lorsqu'une sonde inquisitoriale est arrivée, le monde était hérissé de canons de siège, son orbite défendue par des couches de couloirs de DCA corrompus. Pas de déclaration de guerre, juste le silence et les écritures, parchemins, manifestes, des doctrines barbouillées de sang et sanctifiées par la folie.
Xaphan prétendait toujours servir l'empereur. Mais pas l'empereur des lenteurs bureaucratiques. Pas le dieu silencieux du trône qui est resté immobile pendant que la galaxie pourrissait. Son empereur était plus pur, disait-il. Il s'agissait d'un nouvel impérium, né d'une révélation. Ce fut le premier d'une longue série de mensonges. Car sous les champs, quelque chose de plus ancien s'agite. Xaphan n'avait pas construit une rébellion seule. Des murmures lui avaient répondu, des échos déformés de l'œil de la terreur, avides de prendre pied dans l'espace réel. Et ils vinrent, pas en tant qu'armée au début, mais en tant que voix, puis sous forme de culte, puis en bandes armées. Le genre de guerrier qui se souvenait d'Istvan et qui n'avait jamais déposé les armes depuis. L'Inquisition ne répond pas par la rhétorique, mais par le feu. Pas avec des ambassadeurs, mais avec Krieg, parce que les Vrax ne peuvent pas être récupérés, seulement enterrés. Les premiers transports du Death Corps ont atterri dans un ciel hostile. Pas de soutien orbital, pas de salutation officielle. Juste un mot de code. Confinement au niveau exterminatus sans mort planétaire. Krieg comprend ce que cela signifie. Pas d'assaut éclair. Pas de campagne aérienne. Seulement un siège. Ils ont creusé des tranchées dans le béton armé. Ils ont déployé des macro-canons et des mortiers de siège. Ils ont arpenté les murs de la forteresse et répertorié chaque nid de canon. Il n'y a pas eu de proclamation. Pas de cri de vengeance des Psykers. Seulement un silence. Épais, rituel, complet. Xaphan continue de prêcher depuis ses tours. Mais Krieg n'a pas répondu. Ils avançaient en mètres et non en miles. Un poste à la fois. Ils ont déployé des obus chimiques. Ils se sont enfouis sous les fortifications. Ils ont affamé les redoutes plutôt que de les prendre d'assaut. L'objectif n'était pas la victoire. L'objectif était la permanence. Effacer la forteresse par l'érosion. Cela a pris 17 ans. Non pas parce que les troupes de la mort ont échoué, mais parce qu'ils ont refusé d'aller plus vite. Plus vite, c'est plus risqué. La rapidité serait synonyme de survivant. Krieg n'est pas venu libérer Vrax. Ils sont venus pour la défaire. Et dans ce théâtre de ruines, ils ont découvert ce qu'ils n'avaient jamais vraiment connu auparavant. Une guerre aussi profonde qu'eux. Une guerre qui ne voulait pas finir. Une guerre qui les accueillait comme un cercueil taillé à leur mesure. Pour Krieg, c'était parfait. Ils ont donc creusé plus profondément. Vrax n'a jamais été conçu pour saigner. Il a été construit pour stocker, approvisionner et armer les futures croisades. Sa surface était recouverte de bunkers et de voûtes en béton armé, chacun d'entre eux étant garni des armes de la foi impériale. Le ciel au-dessus d'elle scintillait sous l'effet d'un bouclier de vide. Le sol contenait suffisamment d'obus pour alimenter une campagne à l'échelle du segmentum. Il était stable, fonctionnel, silencieux. Et puis ce n'était pas le cas. Le cardinal Xaphan en a fait un temple de l'hérésie. Ses liturgies réécrites, ses voûtes corrompues, son silence remplacé par des cris. La réponse de l'Imperium a été clinique. Pas de diplomatie, pas d'ultimatum. Seulement les Death Corps de Krieg. Il n'y a pas eu de débat sur ce choix. Vrax n'était pas un monde à libérer. Ce n'était pas une campagne à conclure par des frappes décisives et des manœuvres d'envergure. C'était une blessure. Et l'Imperium a choisi Krieg parce que Krieg savait comment cicatriser. Leurs atterrisseurs se sont posés sans signal. Pas de cornes de guerre, pas de sermons. Juste des moteurs qui refroidissent dans la poussière et des milliers de soldats qui se mettent en place. Silencieux, masqués, exacts.
Il n'y a pas eu de séance de stratégie. Il s'agit simplement de lignes tracées dans le sol, des tranchées creusées avec une symétrie mathématique, des champs de mines tracés avec une précision rituelle. Les défenseurs s'attendaient à une invasion, assaut parachuté, armure lourde, tactique de choc. Ce qu'ils ont reçu, c'est un siège qui se mesure en battements de cœur et en saleté. Krieg ne voulait pas prendre d'assaut les murs. Ils ont l'intention de les défaire. En l'espace d'une semaine, un anneau de retranchement s'étend sur 40 kilomètres. Les tranchées alimentent les tunnels. Les fosses de mortier soutiennent les nids d'artillerie. Des barricades ont été érigées avant d'être ensevelies sous de nouvelles couches de béton armé le lendemain. Le travail ne s'est jamais arrêté. Les mourants non plus. Les défenseurs de Vrax avaient encore des dents, des canons de défense planétaire, des munitions stockées, des loyalistes corrompus débordant de fanatisme. Ils ont frappé fort. Les tirs au laser illuminaient la nuit. Les obus macros brisaient la croûte. Mais Krieg a tenu bon. Pas par génie, par la force des choses. Les Death Corps n'ont pas réagi. Ils ne se sont pas repositionnés sous l'effet de la panique ou de la flambée. Ils ont absorbé les pertes comme s'il s'agissait d'une routine. Leurs morts sont devenus des parapets. Leurs blessés deviennent des couvertures. Leur ligne, réduite d'heure en heure, ne s'est jamais rompue. Les progrès ne se mesurent pas en kilomètres. Il a été mesuré en mètres, demi-mètres. Une section de tranchée gagnée. Un bunker effondré. Un couloir enseveli sous les gaz chimiques et les décombres. C'était le rythme de Vrax. Et Krieg n'a pas cassé le rythme. Ils ont fait appel à des spécialistes à tour de rôle, non pas pour changer le combat, mais pour renforcer le modèle. Grenadiers qui excellaient dans le combat en tunnel. Les ingénieurs qui portaient des outils de tranchée comme des sacrements. Les officiers d'artillerie qui ont maintenu des tirs de barrage pendant 6 jours sans interruption. Il n'a jamais été prévu de prendre Vrax en une seule fois. Il s'agissait de le démonter pièce par pièce jusqu'à ce que les défenseurs oublient ce qu'avait été la plénitude. La méthode est sans pitié. Seulement l'élan. Lorsqu'une redoute est détruite, une autre tranchée avance. Lorsqu'une unité de la Krieg est éradiquée, la suivante sort du tunnel derrière elle. Ce n'était pas un remplacement, c'était une répétition. Même les morts ont joué un rôle. Ils étaient utilisés pour renforcer les murs. Empilés avec révérence et recouverts de terre, leurs identités étaient déjà effacées par les masques qu'ils portaient. Leurs morts n'étaient pas individuels. Ils faisaient partie de la structure. Ce n'était pas une bataille, c'était l'attrition incarnée. Les défenseurs commencent à faiblir, non pas par manque d'armes, mais par manque de temps. Ils dormirent par tranches de quelques secondes. Ils ne mangeaient rien de chaud. Ils se sont battus contre des hommes qui ne reculaient pas, ne parlaient pas, ne réagissaient pas. À la fin de la première année, plus d'1 million de morts de la Krieg gisaient sous les tranchées. La demande officielle qu'ils ont adressée au Munitorum comporte 12 caractères. Réapprovisionnement en munitions. Les remplaçants arrivent. Pas de plainte. Pas de rapport, parce que c'était la doctrine. C'est ce qu'il fallait faire. Krieg n'était pas là pour gagner. Ils étaient là pour faire entrer Vrax dans les mémoires. Et la mémoire dans le silence. Chaque pas en avant n'a pas été fait pour se glorifier. Elle a été prise pour que l'étape suivante puisse être prise après elle. Et l'étape suivante. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière, des os et le crépitement d'un vox de tranchée signalant les coordonnées du bombardement du lendemain. Parce que la guerre n'était pas terminée. C'était loin d'être le cas.
Krieg a eu tout le temps nécessaire. Et Vrax n'avait plus d'endroit où s'enfuir. Il y a un silence sous la guerre. Ce n'est pas le silence de la paix. Ce n'est pas l'absence de feu ou le calme entre les bombardements. C'est le silence qui vit en dessous, celui que l'on trouve sous la terre, là où rien ne résonne que le souffle aspiré par les filtres et le frottement du métal contre la pierre. Vrax était peut-être une forteresse, mais son siège ne s'est pas décidé sur ses murs. La décision a été prise en dessous d'eux, parce que les Death Corps de Krieg n'ont pas pris d'assaut les portes. Ils n'ont pas franchi les remparts avec des colonnes de blindés ou des parachutages. Ils ont creusé. Dès les premiers mois de la campagne, les ingénieurs de Krieg ont commencé à consumer le monde de l'intérieur. On les appelait les tunnels de l'Empereur Dieu, pas par révérence, à dessein. Il s'agissait de tranchées sans ciel, d'artères souterraines creusées par des mains qui ne s'attendaient pas à retrouver la lumière du soleil. Des tunnels qui couraient sous les lignes de défense, les bastions, les nids d'artillerie et les cathédrales corrompues. Il ne s'agissait pas de prouesses d'ingénierie militaire. Il s'agissait d'un acte de foi réalisé à l'aide d'outils de terrassement. Et tout le monde a creusé. Génie, infanterie, des grenadiers en rotation. Il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a que des hommes avec des ordres. Le travail est incessant. Les lanternes sont faibles. L'air est chargé de poussière et de sueur. Les outils s'émoussent contre le béton et les os. Les progrès se mesurent en mètres, parfois en centimètres, chaque centimètre étant acheté avec du sang ou du souffle. Lorsqu'un tunnel s'effondre, personne n'y retourne. Les morts étaient considérés comme des renforts, des couches compactes de loyauté pressées dans la terre. Ils faisaient partie de l'infrastructure de la guerre. Parfois, ils atteignent leur cible. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, les tunnels pénètrent dans les points d'appui de l'ennemi. Dans ces cas-là, Krieg réagit de manière prévisible. Saturer le vide avec du gaz, envoyer des grenadiers, terminer avec des raiders de tranchées. Puis il creuse à nouveau. Il n'y avait pas de pause, pas de consolidation. L'objectif n'a jamais été d'ouvrir une seule brèche. C'était la pression, constante, indéniable. Les défenseurs de Vrax ont essayé d'en faire autant. Ils ont creusé des puits, inondé les tunnels de boue, injecté des agents neurotoxiques. Mais la terre n'est jamais restée silencieuse. Les tunnels revenaient toujours, plus profonds, plus affamés, façonnés par des mains qui avaient oublié ce qu'était le repos. Ils ont parfois croisé des veines géothermiques. Parfois, ils tombaient dans de vieilles citernes. Cela n'a pas d'importance. Les travaux de creusement n'ont jamais cessé. Au-dessus du sol, les canons de siège rugissent. Les tranchées ont été redessinées avec du sang. Mais en dessous, une deuxième guerre faisait rage. Une guerre sans carte ni front. Juste des couloirs ciselés vers des cibles mesurées en termes de foi et de haine, sans direction. Des divisions entières ont disparu dans la clandestinité. Certains ne sont jamais revenus. Ils n'ont pas été portés disparus. Ils ont tout simplement été absorbés. Le corps de la mort n'a pas commémoré ses morts. Il n'y avait pas de nom. Seule l'hypothèse de leur mort est utile. Le creusement de tunnels est devenu une doctrine à part entière, non codifiée officiellement, pas discutée, juste comprise. Quand une unité de Krieg arrivait sur Vrax, elle ne demandait pas d'objectif. Elle demandait des coordonnées. Puis elle a commencé à creuser sa tombe en direction de l'hérésie. L'ennemi a commencé à entendre des choses. Des vibrations dans le sol, des pelles qui grattent sous leurs bottes. Le léger cliquetis des respirateurs résonne dans la pierre.
Certains tirent dans la terre, d'autres ont abandonné leur poste, parce que rien ne casse le moral plus vite que de savoir que la mort écoute en dessous de soi. Les bastions finissent par s'effondrer sans bombardement. Les tranchées s'effondrent dans des gouffres. Les lignes de siège s'évanouirent dans des fosses. Vrax elle-même commença à trahir ses défenseurs, s'inclinant, s'effondrant, haletant par en dessous. Et Krieg a continué à avancer, même lorsque le commandement a réorienté l'offensive, même lorsque les scanners orbitaux perdent de la trace des mouvements, même lorsque le monde a commencé à se fracturer sous ses propres fortifications. Ils ont quand même creusé, car pour les Death Corps, les tunnels étaient plus qu'une tactique. Ils étaient sacrés, un sanctuaire de l'attrition, une cathédrale faite de labeur, de silence et de la certitude que mourir dans l'obscurité est aussi digne que de tomber dans la lumière. Lorsque les auditeurs du Mechanicus ont tenté de cartographier les tunnels, ils ont échoué. Il n'y avait pas de symétrie, pas de grille, juste une folie qui prend forme, la foi avec une pelle, l'obéissance dans la roche noire du vide. 1000 kilomètres de loyauté rampante. C'est ainsi que la guerre sous Vrax se poursuivit, non pas parce qu'il le fallait, mais parce que Krieg ne s'est jamais posé la question de savoir s'il le fallait. Même lorsque le siège s'est déplacé, même lorsque de nouvelles menaces sont apparues, même lorsque le nom de l'empereur était noyé dans les champs du chaos venant d'en haut. Krieg est resté en bas. Ne pas attendre la victoire. J'attends juste la permission de continuer à creuser. Dans la plupart des zones de guerre, l'attrition marque l'arrêt de la dynamique. Elle signifie que l'offensive s'est arrêtée. Les objectifs ont disparu sous la boue et les cadavres. L'espoir est remplacé par la répétition, et la victoire ressemble à une illusion brouillée par la fumée de l'artillerie. Mais pour les Death Corps de Krieg, l'attrition n'est pas une conséquence. C'est le plan. Le broyage est leur doctrine, l'expression de leur foi, leur pénitence. L'attrition est leur façon de s'adresser à la galaxie sans effort, méthodique et définitive. Et sur Vrax, cette langue est devenue le siège. La 4e année, il n'y avait plus d'offensive d'envergure, plus de manœuvres audacieuses, pas de changement soudain de contrôle. Il n'y avait que la routine, une chorégraphie fixe de feu, de boue et de mort, répétée sans interruption. Le front ne s'est pas déplacé en kilomètres. Il s'est déplacé en centimètres. Les tranchées se sont transformées en cimetières. Les barricades deviennent des ossuaires. Le sol lui-même, saturé de sang, commençait à résister à l'assèchement. Aucun coin de Vrax n'était épargné par la violence. Et Krieg avançait, lentement, sans éclat, sans hésitation. Il ne s'attendait pas à briser l'ennemi en un seul assaut. Il s'attendait à ce que l'ennemi finisse par mourir. C'est le seul résultat qui compte. Chaque offensive de la Krieg était calibrée sur un terrain précis, grâce à des sacrifices calculés. La mort fait partie de l'arithmétique. L'objectif n'était pas de préserver la vie. Il cherchait à la convertir en pression, en érosion, en un lent écrasement de la résistance sous le poids de l'inévitable. Il ne s'agissait pas de gagner au sens classique du terme. Il s'agissait de durer. Devenir la dernière force encore debout lorsque toutes les autres sont tombées d'épuisement ou de désespoir. L'artillerie n'a jamais cessé. Les batteries Krieg fonctionnent par cycle sans fin, par rotation de 25 heures, sans tenir compte de la lumière du jour. Les obus pleuvent sur les lignes ennemies, même lorsqu'aucun mouvement n'est visible. L'objectif n'était pas la précision. Il s'agit d'érosion psychologique. Le son,
l'impact, la certitude de l'arrivée d'un autre obus sont autant d'outils de victoire que n'importe quelle charge explosive. Le gaz est venu ensuite. Les nuages toxiques se déplaçaient comme des fantômes rampants à travers les lignes de tranchées et les bastions. Ils trouvaient les moindres fissures, exploitaient toutes les faiblesses des scellés ennemis. Ils ne faisaient aucune distinction, ils ne faisaient que s'attarder. Et Krieg était à l'abri. Pas littéralement, mais pas loin. Leurs troupes s'entraînaient dès l'enfance dans des environnements chimiques. Leurs recycleurs n'étaient pas de simples équipements, ils étaient des extensions du visage, portés en permanence, parlés, dormis. Leurs poumons étaient déjà abîmés avant le déploiement. Le poison m'était familier. Pour l'ennemi, c'est la panique. Pour Krieg, c'était un autre matin. Les champs de mines s'étendent sur le No Man's Land comme des cicatrices. Chaque cratère est devenu une utilité, transformé en poste de tir, en fosse funéraire ou en leurre. Même les cadavres sont devenus tactiques, affalés à l'air libre pour attirer les tirs, empilés pour se couvrir, pillés et laissés à pourrir là où ils sont tombés. L'efficacité a remplacé le sentiment, parce que le sentiment n'a pas tenu la ligne. Même l'ennemi commença à changer. Les défenseurs de Xaphan, autrefois ivres de zèle, commencèrent à s'effilocher. Leurs chants devinrent des murmures, leurs attaques devinrent fragiles, leurs garnisons se vidèrent. Comment pouvaient-ils continuer à se battre contre quelque chose qui voulait mourir, pourvu qu'ils meurent les premiers? Les Death Corps n'ont pas gardé de bannière. Ils ne prononçaient pas de discours. Il n'y avait pas d'acclamation après les engagements réussis, seulement la récitation mesurée des pertes, des munitions consommées, des secteurs réduits d'une fraction. Un commandant de la Krieg a un jour noté dans son vox après action. Nous avons perdu 500 hommes cette semaine. Les traîtres en ont perdu 600. Les progrès se poursuivent. Ce n'était pas du désespoir. Il s'agit d'une confirmation. L'attrition n'était pas un palliatif. C'était l'arme. Finalement, les forteresses commencent à se vider, non pas parce qu'elles ont été prises, mais parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur pour les défendre. Les munitions s'épuisent, les remplacements cessent, des blocs entiers se sont tus. Krieg continue d'arriver. Il y avait toujours une autre vague, un autre régiment, un autre transport scellé déchargeant plus de soldats entraînés à avancer dans les mâchoires de l'enfer sans espoir de retour. Et si l'un d'entre eux s'en sortait? Si un seul Kriegman atteignait le mur avec une baïonnette brisée et rien d'autre que l'élan, c'était suffisant, car même son cadavre pourrait bloquer le chemin. Cette bataille n'a pas été menée pour la gloire, les bannières ou les postes de commandement. C'était une bataille d'érosion. Il s'agissait de savoir lequel des deux camps disparaîtrait le plus lentement. Et dans cette arène, Krieg n'avait pas de rival. Le succès du Death Corps ne se mesurait pas en termes de territoire, ils l'ont mesuré en termes d'absence. Evrax devenait vide. Pas par la conquête, de la soustraction, car pour Krieg, ce n'était pas la guerre. Elle a été sculptée à l'aide de pelles, de coquillages et de silence. Vrax était le monument de leur dévotion. Même l'hérésie se décompose. Même les mensonges les plus fanatiques s'effondrent lorsqu'ils sont pressés sous suffisamment de corps, de silence et de temps. Et sur Vrax, le mensonge a duré trop longtemps. La rébellion du cardinal Xaphan n'avait pas été bâtie sur une stratégie ou des ressources. Elle s'était construite sur la certitude, un dogme enveloppé dans des écritures brisées, maintenu par le désespoir et l'illusion de la justice. Mais aucune illusion ne survit à un siège de 17 ans.
pas quand le sol avale tous les sermons, pas quand le ciel oublie à quoi ressemble la lumière du soleil. Au début, le zèle s'est maintenu. Les sermons de Xaphan résonnent dans les cathédrales transformées en bunkers. Les défenseurs hurlent des louanges en contrechargeant les gaz et les tirs. La foi, croyait-il, pouvait l'emporter sur la chair, qu'il s'agissait d'une épreuve divine, que le chaos, s'il est invoqué à bon escient, peut servir plutôt que dévorer. Mais au fil du temps, les choses ont changé. La fracture ne s'est pas produite d'un seul coup. Il s'est brisé dans le silence. Les bannières n'ont pas été hissées après les bombardements. Les icônes tombent et sont laissées sur place. Les tranchées se vident de plus en plus, non seulement à cause de la pression incessante de la Krieg, mais aussi à cause de la désertion, de l'épuisement, de l'incrédulité. Les chuchotements ont commencé à remplacer les chants. Certains ont parlé de fausses prophéties, d'autres ont simplement cessé de parler. Des pelotons entiers abandonnent leurs postes sous le couvert de tempêtes de gaz. D'autres ont retourné leurs armes contre leurs propres officiers. D'autres encore sont restés sur place jusqu'à ce que les obus les ensevelissent. Pas par lâcheté, par résignation. Les Kriegmen le remarquent, mais ne font aucun commentaire. Ils avancent, pelletés par pelletés, dans une résistance qui a commencé à pourrir de l'intérieur. Car la promesse de Xaphan a toujours été un mensonge. Il a affirmé que la véritable volonté de l'empereur avait été perdue, qu'il la rétablirait, que Vrax deviendrait le phare d'un impérium plus pur. Mais les dieux qui répondirent à ces appels n'accordèrent pas la clarté. Ils offraient la pourriture, la mutation et la folie. Ils l'avaient écouté, non par affinité, mais par amusement. Ils lui ont donné ce qu'il avait demandé, mais pas ce qu'il attendait. Dans les abris et les sanctuaires d'inspiration noire, les prières ont commencé à changer. Moins de renaissance, plus d'évasion. Les liturgies se sont transformées en invocations. Les cadavres ont commencé à tressaillir. Des hommes blessés rient avec des voix qui ne leur appartiennent pas. Les rituels sont devenus plus frénétiques. Les sacrifices sont devenus routiniers. Ce qui n'était qu'une résistance sectaire s'est transformé en un véritable culte démoniaque. Les démons sont apparus, non pas convoqués, mais accueillis. Pour les partisans de Xaphan, c'était le salut. Pour Krieg, il s'agit d'une confirmation. Ce n'était plus une guerre. C'était de l'exorcisme par attrition. Alors que les bastions se transformaient en sanctuaires à distorsion et que les reliques fondaient en artefacts hurlants de chair et de métal, les Death Corps n'adaptaient pas leur doctrine. Ils n'ont pas consulté les Psykers. Ils n'ont pas modifié la formation ou la discipline de feu. Ils ont poursuivi. Même rythme, même silence, même fatalité. La forteresse d'un hérétique s'est transformée en hôtel sanglant et les troupes de la mort continuent d'avancer à un rythme mécanique. Dans un cas, un grand démon a déchiré une ligne de flanc, réduisant des pelotons entiers à l'état de reste carbonisé. Dans l'heure qui suit, la tranchée est reprise par les renforts de la Krieg. Pas de changement de rythme, pas de détour. Il suffit d'ajuster les coordonnées. Pour les hommes de Krieg, il n'a jamais été question de bataille. Il s'agissait de l'enterrement. Xaphan lui-même, autrefois revêtu d'une robe de sainteté, paradait désormais comme un prophète de la vérité saignante, une silhouette brouillée par l'énergie de distorsion et le désespoir. Il ne commandait plus. Il suppliait. Il a supplié ses dieux de lui donner plus de pouvoir. Il a supplié ses troupes de continuer à croire. Il a supplié la guerre de signifier quelque chose.
Mais la croyance ne peut pas reconstruire un bastion qui s'est effondré de l'intérieur. Et ces dieux avaient déjà réclamé ce qu'ils voulaient, du spectacle. Le siège s'éternise non pas parce que Krieg faiblit, mais parce que la corruption s'est enfoncée trop profondément. Chaque bastion devait non seulement tomber, mais être effacé. Non pas conquis, mais défait. L'ennemi ne se replie plus dans des bunkers. Ils se sont repliés sur des rituels. Ils se battaient non pas pour tenir le terrain, mais pour retarder le moment où les dons de la distorsion se retourneraient contre eux. Et Krieg a répondu à ce délai par le silence. Pas de cris de guerre, pas de bannières brandies, seulement des tirs d'obus continus, seulement le sifflement des produits chimiques, seul l'écho des pas dans la boue et les eaux. Pour le Death Corps, la victoire n'est pas une condition. Il s'agissait d'éliminer l'infection. Et Vrax était devenu la gangrène de la galaxie. Ils ne s'arrêteront pas tant que toutes les chapelles n'auront pas brûlé, jusqu'à ce que chaque démon soit banni ou enterré, jusqu'à ce que les mensonges prêchés par Xaphan retournent au silence. Car pour Krieg, il n'y avait pas de haine dans ce siège. Uniquement le devoir. Uniquement le nettoyage. Seule la compréhension du fait que dans une galaxie de corruption, la pureté ne peut parfois être trouvée que sous des couches de cendres. Il n'y a pas de héros dans les troupes de la mort de Krieg, seulement des numéros de série, seulement le silence, seulement le poids de l'objectif. Mais à Vrax, quelque chose a changé, non pas en eux, car Krieg ne change pas, mais dans la façon dont la galaxie a commencé à les percevoir. Alors que le siège s'étirait au-delà de sa 12e année, que les cieux au-dessus de Vrax s'étouffaient sous les cendres nées de la distorsion, et que le sol même gémissait de fatigue, les observateurs commencèrent à murmurer « Ce ne sont plus des hommes. » Et peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Peut-être ne l'ont-ils jamais vraiment été. Ce qui restait des régiments de la Krieg n'étaient pas des soldats au sens traditionnel du terme. Ils n'ont pas effectué de rotation. Ils ne se sont pas retirés. Ils ne vieillissaient pas de manière significative. Ils sont devenus des éléments fixes, des instruments d'usure, incorporés dans la structure du siège comme les engrenages d'une machine dont on ne se souvient plus qui l'a construite. Leurs manteaux se fondaient dans le terrain, leurs contours étaient engloutis par la poussière et la suie. Même leurs pas étaient silencieux, non pas parce qu'ils étaient furtifs, mais parce que la planète avait marché avec eux pendant si longtemps qu'elle avait oublié comment résister. Ils n'ont pas agi dans l'urgence. Ils ont agi avec certitude. Aucun commandement n'a résonné dans leurs lignes. Pas d'appel au rassemblement, pas de cri de guerre. Juste le lent brassage des corps dans les tranchées, dans les bunkers, hors des tunnels, et de nouveau dans la terre. Les masques à gaz sont devenus leur seul visage. Des lentilles cramoisies scintillaient sous des casques ombragés, observant sans pause, sans question. Ils clignaient des yeux, si tant est qu'ils le fassent, en parfaite synchronisation. C'est alors que les autres, les quelques gardes dispersés, les observateurs, les scribes, ont commencé à les nommer. Pas avec des grades, avec respect, les anges de la poussière. Cela a commencé par des moqueries. Il s'est terminé par le silence. Pas des anges du salut, pas des gardiens, pas des visions d'en haut, mais des manifestations d'inévitabilité. Où que les hérétiques se tournent, Krieg est déjà là. Dans la tranchée qu'il croyait perdue. Dans le tunnel sous le tunnel. Dans le cratère encore fumant du bombardement d'hier. C'était comme si le sol ne pouvait plus les expulser. Comme si Vrax avait essayé de les oublier et avait échoué. Lorsque les cultistes se sont tournés vers des alliés plus sombres, lorsque les démons ont surgi de la terre dans des vagues de folie hurlantes,
Krieg les a affrontés de la même manière qu'ils ont affronté tout le reste. Inébranlable, inquiétant, inchangé. Les baïonnettes sont maintenues à l'horizontale. Les fusils à laser tirent en séquence. Certains tombèrent, la plupart tombèrent, mais la ligne a tenu. Pas par commandement, par dessein. Parce que la mort n'est pas un échec. C'était une mesure du progrès, un signe qu'ils sont utilisés comme prévu. Et le calme avec lequel ils sont morts est plus terrifiant que n'importe quelle arme qu'ils portaient. Les hérétiques capturés en parlaient avec des voix fêlées et des lèvres ensanglantées. Un prisonnier, interrogé sur mandat de l'inquisiteur, l'a décrit ainsi. Ils n'ont pas couru, ils n'ont pas crié, ils ne nous ont même pas regardés. Ils ont juste avancé, à travers le feu, à travers tout. Je pense qu'ils étaient déjà morts. Pour beaucoup, ils sont devenus des fantômes, des formes obsédantes dans le brouillard, se déplaçant comme s'ils avaient été appelés. Ils n'ont jamais prié, mais ils ont apporté le jugement. Ils n'ont jamais parlé, mais leur silence avait du poids. Ils n'ont jamais hésité, et dans ce vide du doute, d'autres se sont effondrés. Chaque étape était un sermon, chaque mort une offrande. On ne se souvient pas d'eux. Aucun registre ne mentionne leur nom. Aucune médaille n'a été forgée en leur honneur. Mais les histoires se répandent, silencieuses et toujours de seconde main. Un soldat montant la garde auprès d'un camarade tombé au combat pendant 6 jours d'affilée au cours d'une tempête d'artillerie, ne bougeant pas jusqu'à l'arrivée des secours. Un autre, englouti par les flammes, entrant dans une redoute du chaos, avec rien d'autre qu'une baïonnette, pour ne jamais en ressortir. Un régiment entier a poursuivi sa charge alors même qu'une tempête de distorsion déchirait le ciel, jusqu'à ce que la ligne disparaisse complètement. Aucun vestige, aucun bruit. Seulement un sol brûlé et de minces traînées de cendres. Et lorsque la fumée s'est dissipée, il n'y avait pas de drapeau. Aucune déclaration, seulement la faible empreinte des bottes et l'odeur du prométhium. Seulement de la poussière, seulement le souvenir de quelque chose d'inflexible. Et ils sont toujours là, parce que les anges de poussière ne dorment pas. Ils ne faiblissent pas. Ils ne demandent qu'à être dirigés. Et Vrax avait encore des coins à nettoyer. Certaines guerres restent dans les chansons, d'autres dans les écritures. La plupart se terminent par des défilés, des statues, des médailles et des histoires gravées dans le marbre. Vrax ne sera jamais l'un d'entre eux. Vrax était la guerre qui refusait d'être commémorée. Non pas parce qu'elle était indigne, non pas parce qu'elle manquait d'ampleur ou de conséquences, mais parce que le souvenir lui donnerait un sens. Et le sens, c'est exactement ce que les Death Corps ont cherché à lui dénier. 17 ans de guerre de tranchées, de sièges, de gaz, de démons. Elle ne s'est pas terminée par une victoire, ni même par une défaite. Elle s'est terminée par un effacement. Il n'y a pas eu de célébration. Aucune bannière n'a été déployée. Aucun discours n'a été prononcé dans les salles de Terra. Seulement de la saleté. Il y en avait des kilomètres, martelés et noircis, recouverts d'ossements qui ne seraient jamais comptés, et de sang qui avait séché en une poussière sans mémoire. Des tranchées sillonnaient sans fin sa croûte, inachevées même dans leur conclusion, laissées ouvertes non par négligence, mais par nécessité, comme si elles attendaient d'être creusées à nouveau. Et les Death Corps de Krieg, ils n'étaient pas fiers, ils n'étaient pas soulagés, ils étaient complets. Vrax n'est pas une guerre qu'ils ont gagnée, c'est une hérésie à laquelle ils ont survécu, une blessure qu'ils ont étouffée jusqu'à ce qu'elle ne saigne plus.
Par le décret de l'Inquisition et le consensus épuisé des hauts seigneurs, Vrax a été scellé, pas mis en quarantaine, pas sanctifié, enterré. Ce n'était pas une question de désignation planétaire, c'était une question de silence. L'administratum a classé le conflit comme résolu. Les décomptes de pertes ont été marqués comme non récupérables. Pas d'ajustement de la dîme, pas de récupération des ressources. Juste un dossier fermé dans un coffre-fort que personne n'ouvrirait à nouveau. L'ecclésiarchie n'a pas présenté d'excuses pour la corruption de Xaphon. Aucun hymne n'a été chanté pour les civils qui ont péri dans le feu et la doctrine. Leur seule réaction a été de retirer discrètement les vracs des chemins de pèlerinage et de réaffecter les reliques trop dangereuses pour être reconnues. Et l'Inquisition? Ils ont effacé le peu qui restait. Les artefacts récupérés ont été incinérés. Les textes entachés de distorsions furent réduits en cendres sous le regard de sigils enflammés. Même les archives des forces de purification, les chevaliers gris, les astartes, le décompte final des hôtes démoniaques, ont été scellés derrière des classifications auxquelles personne ne pouvait avoir accès. Vrax ne s'est pas simplement terminé, il a été défait, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Les corps de la mort de Krieg n'ont pas été construits pour créer des défilés de victoire. Ils ont été conçus pour enterrer la honte, pour que les pires moments de l'histoire impériale disparaissent sous la précision, l'attrition et le silence. C'est ce que Vrax est devenu. Une mise en garde que personne n'est autorisé à citer. Une leçon que personne n'a le droit d'enseigner. Une guerre menée pour que personne n'en parle plus. Et Krieg était satisfait. Ils se sont redéployés sans mentionner ce qu'ils avaient vu. Il n'y a pas eu de débriefing. Pas d'éloge. Pas d'éloge. Les régiments ont emballé leurs morts. Ou pas. Cela n'a fait aucune différence. Ils ont embarqué dans des atterrisseurs couverts de leurs propres cendres et se sont envolés vers le prochain siège sans jamais se retourner. Parce que Vrax avait été une cathédrale, non pas de la foi, mais de l'effacement. Et lorsque le travail fut terminé, lorsque chaque flèche fut écrasée, chaque prière réduite au silence, chaque murmure du chaos étouffé sous le mortier et le masque, il ne resta plus qu'une seule chose à faire, oublier. Telle est la doctrine finale de la Krieg. Certaines guerres ne devraient pas être commémorées. Les hommes de Krieg n'écrivent pas, ils ne publient pas leurs pensées. Ils ne sculptent pas de monuments et ne demandent pas de défilés. Ils servent. Et lorsque la tâche est accomplie, ils ne demandent pas ce qu'elle signifiait. Le sens ne leur appartient pas. Seule fonction, uniquement l'achèvement. Vrax reste donc là où ils l'ont laissé, enterré dans son propre échec, dépouillé de toute gloire, intouché par l'histoire. Pas perdu, enterré. Il y a des histoires, seulement chuchotées, de patrouilles qui traversent le bord de l'amas de Cyclope et qui jurent que le monde bourdonne en dessous d'eux. Que si vous réglez un Vox 7 sur la bonne fréquence, vous entendrez des pelles dans l'obscurité, le souffle derrière les filtres, des pieds qui marchent sans rythme, juste un but. Mais personne n'enquête, personne n'ose revenir, parce que tout le monde connaît la vérité. Vrax n'est plus une planète. C'est une tombe. Une tombe sans pierre tombale. Une guerre sans nom. Et c'est exactement comme cela que Krieg l'entendait.